Papatriarcat. Je suis Cédric Rostin, votre hôte, et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast pour parler ensemble de parentalité, d'éducation, de promotion des droits de l'enfant tout en s'affranchissant du modèle patriarcal. Nous visons une société plus juste, pour toutes et tous, au travers du partage de spécialistes et aussi des vécus de nombreux parents qui cheminent. Je vous invite à nous écouter, à essayer de construire des ponts au lieu de dresser des murs, car ce n'est pas parce que nous voulons aller au même endroit que nous devons forcément prendre le même chemin, pour nous et surtout pour nos enfants. Et si nous repensions le concept même de démocratie en incluant celles et ceux que l'on n'entend jamais suffisamment, les enfants. C'est un sujet fascinant et audacieux que nous abordons dans cet épisode avec Clémentine Beauvais. Autrice prolifique pour la jeunesse et enseignante-chercheuse en sciences de l'éducation, Clémentine n'est pas une scientifique traditionnelle, mais sa passion pour la littérature jeunesse et son approche socioculturelle en font une voix unique sur la question des droits des enfants. Avec Clémentine, nous avons exploré des idées révolutionnaires, comme le droit de vote dès la naissance. Un concept qui pourrait bouleverser notre vision actuelle de la démocratie. D'où vient cette idée ? Qu'implique-t-elle pour notre société et le monde que nous voulons bâtir pour nos enfants ? Ensemble, nous avons scruté les fondements de nos systèmes en nous demandant pourquoi, à l'heure où nous aspirons à une plus grande inclusion, tant de jeunes voix restent encore marginalisées. Cet échange plonge dans une réflexion profonde sur la place des enfants dans nos processus démocratiques et comment leur inclusion pourrait transformer des aspects aussi fondamentaux que l'éducation et la responsabilité civique. Tu te diras probablement, écoute, t'es bien gentil Cédric, mais comment les enfants pourraient-ils exercer leur droit de vote en pratique ? En quoi cet ajustement pourrait-il protéger ou nuire à leur développement ? Ou encore, quels seraient les impacts sur notre culture politique ? Alors reste avec nous, car cet épisode est une invitation à revoir nos préjugés et à imaginer des possibles encore inexplorés. Attends-toi à être inspiré par des perspectives nouvelles qui remettent en question le statu quo, tout en fournissant des outils concrets pour penser différemment la parentalité et l'éducation. Tu vas adorer cet épisode et je l'espère repartira avec l'envie de faire bouger les lignes pour offrir une société plus juste et inclusive à nos enfants. N'hésite pas à t'abonner au podcast, à laisser une note avec un max d'étoiles et commenter partout où c'est possible. Comme sur Apple Podcast et Spotify, là-bas je peux même répondre. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Tu peux aussi réagir en laissant un audio sur l'outil SpeakPipe, même depuis ton téléphone. Le lien est en description. Allez, si tu souhaites soutenir financièrement le podcast pour l'aider à se développer, tu peux t'abonner à Papatriarcat Plus pour écouter les épisodes sans pub, en avance et avoir accès à plus de 80 bonus. Le lien est aussi en description. Allez, on y va tout de suite avec ma première question. Clémentine, vous avez écrit un tract chez Gallimard qui s'appelle « Le droit de vote dès la naissance ». Un sujet qu'on a déjà abordé un petit peu avec Lélia Benoît et du coup j'étais fasciné de trouver ce sujet développé plus largement dans votre ouvrage que je recommande à tout le monde. Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer les fondements de cette proposition d'accorder le droit de vote dès la naissance ? En quoi est-ce que cela interroge les bases mêmes de notre démocratie ? Je vous souhaite une bonne écoute. Alors c'est intéressant que vous mentionniez Lélia Benoît parce qu'elle et moi on vient finalement d'un milieu un peu similaire. On est toutes les deux françaises mais résidant dans des pays anglo-saxons et cette idée elle vient quand même beaucoup ces temps-ci des pays anglo-saxons où il y a depuis de très nombreuses années maintenant un mouvement à la fois universitaire et militant qui émerge des Childhood Studies, donc des études de l'enfance, qui a un côté très activiste, très militant, d'envisager davantage l'inclusion des enfants dans tout un tas de domaines, mais en partie dans les processus démocratiques. Donc cette idée-là, elle ne vient pas du tout de nulle part, c'est pas moi qui l'ai inventée du tout. Il y avait déjà depuis longtemps des espèces de mouvements qui visaient à accorder plus de représentation aux enfants. Mais il y a quelques années, il y a l'un des grands chantres des Childhood Studies contemporaines qui s'appelle John Wall, qui a publié en anglais un livre qui s'appelle Give Children the Vote, donc donner le droit de vote aux enfants, dans lequel il explicite ses arguments. J'ai lu ce livre à sa sortie, j'ai été très très intéressée par ce bouquin, parce que moi, comme beaucoup de personnes, et pourtant, Dieu sait si je suis dans le domaine, quand j'ai vu ce titre, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi ce machin, et quand je l'ai lu, plus j'y réfléchissais, plus j'étais convaincue. Alors pour rentrer dans le détail de ces propositions, en fait, ça fait partie d'un mouvement général autour de la reconsidération des limites d'âge dans tout un tas de domaines, à la fois vers le haut et vers le bas, hein. Et là, c'est la notion tout simplement d'un vote qui n'aurait aucune limite d'âge. C'est assez, si on le voit en négatif, d'une certaine manière, ça fait assez neutre finalement. C'est de se dire, bon, ben voilà, la limitation d'âge est soulevée, il n'y a plus de limite liée à l'âge dans le fait de voter. En pratique, ce que ça veut dire, c'est que n'importe qui, enfant, adolescent, bébé, bambin, peut se présenter dans un bureau de vote et revendiquer son bulletin
et aller le glisser dans l'urne, selon des modalités qui restent à définir, évidemment, parce qu'en pratique, c'est pas très facile de faire ça, mais pas non plus insurmontable ou pas plus que tout un tas de notions d'accessibilité, par exemple aux personnes porteuses de handicap, etc. En théorie, c'est possible. En pratique, ça pose plein de questions. Et ce qui me semble très intéressant dans cette question du droit de vote dès la naissance, qui pour moi n'est pas une simple expérience de pensée, je tiens à le dire, j'y tiens absolument. C'est une conviction que j'ai, pas juste parce que c'est rigolo d'y réfléchir, mais n'empêche, en tant qu'expérience de pensée, c'est aussi très intéressant parce que ça interroge la notion même de démocratie, ce qu'on attend d'une société qui nous représente et qui représente nos intérêts. Et surtout, ça met en lumière le fait que 18 à 20% de la population ne sont actuellement pas directement représentés dans des décisions qui les concernent éminemment et qui viennent de absolument tous les ministères et pas seulement celui de l'éducation et un peu de la santé, on va dire. Mais c'est vrai que là, en termes de démocratie, quand même, quand vous le dites comme ça, c'est vrai qu'on se dit, tiens, il y a quand même 18 à 20% de la population qui n'est absolument pas représentée, dont la voix ne compte pas, peu importe l'élection. En fait, il y a plein de manières de penser à l'enfance et à sa protection qui pourraient amener à modérer un peu cet argument-là. Évidemment, les adultes ont une responsabilité envers les enfants, responsabilité de protection, responsabilité d'éducation. Ces deux impératifs me semblent vraiment très, 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 très importants à rappeler. Face à un enfant, face à un adolescent, qui est un être qui est vulnérabilisé de plusieurs manières dans notre société, les adultes ont un devoir, il me semble, à la fois de protéger et aussi d'éduquer vers plus de responsabilités pour ensuite assumer le même rôle à l'avenir. Ça me paraît important de le dire. Il ne s'agit pas du tout de dire les enfants peuvent se débrouiller tout seuls, on va abaisser toutes les restrictions, on va enlever toutes les restrictions de consentement, de permis de conduire et de l'autorisation de fumer et de boire, etc. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit. En revanche, je pense que quand on réfléchit à la question de la représentation politique, là, on peut se poser la question de l'impératif de protection et d'éducation. En quoi c'est respecter un impératif d'éducation que de ne pas accorder aux enfants le droit de se choisir des représentants? Moi, je vois pas la valeur éducative de ça du tout. En quoi ça les protège de ne pas se choisir des représentants? Pas du tout, ça les protège pas, c'est exactement l'inverse. Et quand on raisonne de cette manière, on s'aperçoit que ce qui est actuellement implicite comme idée, c'est que les adultes qui entourent les enfants, peut-être leurs parents, leurs professeurs, etc., vont d'une certaine manière choisir pour eux. Et après tout, pourquoi pas, il y a plein de domaines dans lesquels on choisit pour nos enfants, implicitement et explicitement. Mais en général, quand on réfléchit aux domaines dans lesquels on choisit pour nos enfants, et on fait parfois des choix dont on considère que c'est les meilleurs pour eux, et où ils peuvent être parfois réticents, que ce soit des choix de nourriture, des choix d'habillement, des choses comme ça, on respecte l'un des deux impératifs de protection ou d'éducation, selon ce qui nous semble, nous, le plus cohérent. C'est pas du tout le cas, il me semble, pour les processus démocratiques, où on peut pas du tout dire que cette prise de responsabilité par procuration de l'adulte est justifiée de cette manière-là. Tout ça pour dire que la question de la représentation de ces 18 à 20% de la population, pour moi, ne peut pas s'accompagner d'un argumentaire qui viserait à dire mais les adultes qui les aiment votent pour eux et votent ce qu'ils estiment être le mieux. Je pense que c'est un argument qui est vraiment très faible et qui n'a pas lieu d'être. Vous écrivez de l'évidente dépendance du petit enfant, nous déduisons qu'il ne saurait avoir aucune autonomie. L'enfant a besoin d'éducation. Nous concluons un peu trop vite que nous n'avons rien à apprendre de lui. C'est hyper intéressant parce qu'on va revenir sur les détails pratiques après, parce que bien entendu que les détracteurs et détractrices, je disais, ou les gens tout simplement un peu choqués par l'idée pourraient dire bah oui, vous voyez bien qu'il peut pas aller voter, le bébé. Vous l'avez vous-même dit, le bébé, le bambin, il peut pas aller voter. Peut-être parce qu'en effet, on a une représentation qui est dans un monde très adulte, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'exclusion des enfants du suffrage universel semble si évidente, en tout cas pour beaucoup de gens? Et comment cette exclusion révèle-t-elle des biais ou des stéréotypes qu'on peut avoir sur l'enfance? Alors, elle est en effet complètement évidente et c'est étrange de se dire quand même que pour la vaste majorité des gens, y compris ceux qui sont dans le domaine de l'éducation, qui sont eux-mêmes parents, etc., dont je fais partie, c'est en voyant un titre qui s'appelle, par exemple, pour le droit de vote dès la naissance, on a envie de rigoler. Et je trouve que cette réaction elle est vraiment très très intéressante. On a envie de rigoler. Pourquoi ? Parce que au fil de siècles et de siècles de culture qui d'une certaine manière méprise ou du moins trouve les enfants très mignons, on a appris à considérer que quand on voit un enfant qui fait quelque chose de entre guillemets un peu adulte, c'est rigolo parce que c'est pas dans l'ordre des choses. Ça nous paraît être complètement l'ordre des choses. On habille un enfant en costard cravate et on le met dans une petite voiture, c'est rigolo. Il joue à être adulte. On part de ce principe-là. Et je pense que plus fondamentalement, nous en tant qu'adultes, on se définit beaucoup par contraste avec ou en opposition à l'enfance. Un adulte, c'est vraiment quelqu'un qui cherche
à expulser hors de lui la moindre accusation d'enfantillage. Et comme toute catégorie sociale, du coup, on met à distance la personne qui est considérée autre en s'appropriant des qualités qu'elle n'est pas censée avoir. Donc nous, on est matures, mûrs et responsables. Eux, ils sont immatures, en développement et irresponsables. Nous, on est raisonnables. Eux, ils sont constamment dans la sensorialité et le désir illimité. Nous, on a les pieds sur terre. Eux, ils sont imaginatifs, etc. C'est pas forcément des caractéristiques négatives. Et là, je pense que c'est intéressant de revenir à d'autres contrastes de catégories sociales. Les hommes aussi se sont longtemps définis par opposition aux femmes, mais pouvaient dire des choses comme « mais je respecte infiniment la femme, sa mystique extraordinaire, sa sensorialité, le fait qu'elle est ancrée dans son corps, alors que nous sommes des êtres d'esprit et de raison ». On peut faire des compliments qui sont en fait des discriminations. Et c'est exactement ce qui se passe avec les enfants. Hein. Ils sont mignons, ils sont imaginatifs, ils vivent dans leur monde. Nous, on a les pieds dans le monde réel. Et puis, évidemment, la grande question des compétences, je sais qu'on y reviendra tout à l'heure, mais on a tendance à ne voir les enfants que comme un déficit de compétences. Et il est urgent pour moi, et la question du droit de vote fait partie de ces possibilités d'aborder la question, de réfléchir aux compétences propres des enfants qui sont indisponibles à l'adulte. Et il y en a vraiment énormément, seulement on n'y pense jamais, parce que c'est pas comme ça qu'on nous a appris à réfléchir à l'enfance, qui est une catégorie de déficience de plein de manières. C'est une catégorie qui attend d'être adulte, qui sera adulte plus tard. Pour l'instant, elle patiente. Et on essaie de l'accompagner vers cette transition-là. On arrive très peu à penser à l'enfance comme un moment de la vie digne d'être vécu, entendu, etc., en soi, et pas seulement pour ce qu'il représente de potentialité adulte. Merci, ça me rappelle un petit peu ce que vous dites, l'image que donne mon ami André Stern sur le sujet de l'enfance, où en fait on a placé l'enfance dans une espèce de ghetto, comme ça socialement, où un jour on va peut-être s'en extirper pour revenir finalement dans une multitude de petits ghettos de catégories adultes. Et c'est vrai qu'on peut aussi avoir cette vision, et je vous remercie vraiment de la soulever, qui est un petit peu aussi évoquée par Lélia Benoît dans son livre Infantisme. C'est un petit peu, à l'instar du sexisme, hein, c'est cet infantisme un peu positif qu'on pourrait avoir à l'égard des enfants. Mais non, mais réfléchis pas trop à ça, c'est pas pour toi. C'est d'ailleurs ce qu'on peut dire quelque chose qu'on peut entendre par rapport à la politique et au droit de vote dès la naissance, c'est non, mais la politique, ce n'est pas pour les enfants. Quels impacts concrets et positifs, du coup, pourrait avoir l'inclusion des enfants dans les processus électoraux, sur la démocratie et sur leur propre épanouissement à elles et eux ? Alors, énormément d'impacts positifs, mais il faut commencer par énoncer une évidence qui est que l'enfant, comme tout être et créature vivante et non vivante, est impacté par les décisions politiques et est un être politique. Mais c'est pas que l'enfant, hein. Une rivière est un être politique, parce que une rivière est très impactée par tout un tas de décisions qui sont prises sans l'interroger d'une certaine manière. Et les enfants, éminemment, on sait par le champ des études de l'enfance, par la sociologie, etc., que c'est une catégorie sociale qui est tout particulièrement la victime de politiques publiques qui sont délétères à tout un tas de catégories sociales différentes. C'est-à-dire que des politiques publiques qui affectent la famille et les parents, évidemment, vont avoir un impact négatif sur les enfants. Mais en réalité, on ne prend pas forcément conscience de tout un tas de décisions politiques qui affectent les enfants, alors qu'on dirait que ça n'a rien à voir avec l'enfance. Il y a des décisions politiques. Alors moi, je prends l'exemple dans mon tract des mesures d'austérité en Grande-Bretagne, qui ont été absolument radicales et très effroyables depuis une dizaine d'années, enfin il y a une dizaine d'années, qui ont énormément affecté les enfants. Le nombre d'enfants pauvres a augmenté de manière radicale. Et ces mesures d'austérité affectaient non seulement les familles, mais également des services publics. Je trouve ça très frappant d'aller en Angleterre dans des bibliothèques de ma ville de York, qui compte 180 000 habitants. La bibliothèque de centre-ville, c'est l'équivalent de ce que je vois en France pour une commune de 4 000 habitants. On parle de ce genre de coupe budgétaire. C'est vraiment absolument terrible. Les écoles, de la même manière, les coupes budgétaires et la mise en compétition peut avoir des conséquences très, très difficiles. Le système de santé, évidemment, affecte énormément les enfants, les décisions qui sont prises à ce niveau-là. Et encore une fois, il ne faut pas se focaliser seulement sur ce qui est l'enfance. Par exemple, quand on pense au grand âge et aux mesures qui sont mises en place pour le grand âge, elles ont un énorme effet sur les enfants, parce que c'est pas du tout pareil de pouvoir assurer à un grand-parent, à un arrière-grand-parent qui est en fin de vie, une fin de vie confortable pour un enfant, que c'est d'avoir un père, une mère qui doit partir tous les week-ends, parfois en plein milieu de la semaine, pour aller s'occuper d'un parent ou d'un grand-parent à lui. Donc ces mesures ont des impacts constants sur les enfants. Or, évidemment, les enfants n'y prennent pas du tout part. Ils ignorent la plupart du temps même la matière politique
de leur vie quotidienne, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Et pourtant, si on prend un enfant de CP, CE1 et qu'on lui demande de raconter sa journée depuis le matin, qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner, à quelle heure tu te lèves, est-ce que tes parents sont là quand tu prends le petit déjeuner, est-ce que tu vas à l'école tout seul, est-ce que c'est toi qui as ta clé, est-ce que tu prends le bus, est-ce que le billet de bus coûte quelque chose à tes parents ou est-ce que c'est gratuit dans ta commune, est-ce que tu arrives à l'école à telle heure, est-ce que la maîtresse est là, est-ce qu'elle est fatiguée, est-ce qu'elle a elle-même dû mettre ses enfants quelque part, etc. Qu'est-ce que tu apprends à l'école, qu'est-ce que tu manges à la cantine, est-ce que la cantine est gratuite, tous ces micro-aspects de sa vie, ce réseau de dépendance de l'enfant est éminemment politique. Donc je pense qu'il faut vraiment rappeler dès le début que l'enfant n'est pas un être apolitique et que c'est d'une certaine manière symboliquement violent de lui dire « Ne te soucie pas de politique, mon petit enfant, c'est que plus tard que ce sera important dans ta vie. » Non, c'est pas plus tard, c'est maintenant que c'est important. C'est absolument crucial dans sa vie et pour sa vie plus tardive. Et donc le côté positif de ce qui peut se passer, une fois qu'on a cette prise de conscience et une fois qu'on a cette mise en branle de processus démocratique qui est compliqué, ça je veux pas du tout minimiser, afin que les enfants soient là pour donner leur avis et puissent prendre part à ces décisions, moi elle me semble énorme. C'est-à-dire que d'un coup, non seulement on a accès à toute une catégorie sociale qui a l'expérience vécue d'être enfant aujourd'hui et le fruit des politiques qui la concernent, mais en plus, on a le fait que cette espèce de puits de savoir, ce puits de connaissances, il peut s'incarner dans un vote et donc dans le désir express d'être représenté par quelqu'un ou par plusieurs personnes. Donc c'est pas seulement le fait de demander aux enfants, mais en fait, quelles sont les politiques qui impactent votre vie, mais en fait de dire ça va être suivi des faits. Vous allez pouvoir être éduqué pour donner votre avis sur ce sujet et, on l'espère, être représenté par quelqu'un. Mais ce que je voudrais rappeler quand même, c'est que la démocratie, qu'est-ce que c'est la démocratie ? Bon, on dit évidemment c'est le pouvoir du peuple, etc. Mais bon, ça c'est très vague. Ça part du principe qu'on ne peut pas tous donner directement notre avis sur une question, mais on a la possibilité de se choisir des personnes qui vont avoir nos intérêts particulièrement à cœur. Et quand je dis nos intérêts, c'est pas forcément nos intérêts égoïstes. Notre intérêt, ça peut être par exemple, de sauvegarder des éléments de la nature, même si ça va contre notre propre intérêt égoïste de certaines manières. Mais cette possibilité de se choisir des représentants, c'est extrêmement important. Et c'est ça qu'on fait par le vote. Je pense que ça vaut la peine de rappeler que c'est ça le vote quand même, et que par l'acte de voter, c'est le seul moment démocratique qu'on a. Il est peut-être imparfait de plein de manières, mais où on a la même opportunité que son voisin et que la personne à l'autre bout du pays, et dans le cas de la France, à l'autre bout du monde, parce que la France a des départements partout, on a la même opportunité d'avoir quelqu'un qui, en théorie, entend et représente nos intérêts. Et je pense que ça, quand on le fait valoir, on comprend d'autant plus pourquoi c'est si problématique d'en exclure les enfants de facto, quoi. Vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est écrit dans votre livre, les enfants ont des compétences cognitives et émotionnelles que les adultes n'ont plus. Justement, parlons un peu compétences, maturité. Que répondez-vous aux critiques qui estiment que les enfants manquent de maturité ou de compétences pour voter ? Et en quoi ces critiques peuvent-elles refléter un biais contre l'enfance ? Donc, comme je disais un peu tout à l'heure, on pense aux enfants en termes de déficit. Mais c'est très facile de trouver des dizaines d'exemples qui montrent que les enfants sont beaucoup plus doués et les adolescents que les adultes dans plein de domaines. Donc, l'exemple le plus évident, c'est le bilinguisme et le trilinguisme. Un enfant neurotypique de 5 ans peut être trilingue. Un adulte neurotypique de 50 ne peut pas être trilingue. Non, un adulte neurotypique ne peut pas être trilingue en 5 ans. Et ça, c'est juste un exemple, mais en fait, il est très très frappant parce que la portée politique du fait de parler plusieurs langues, et j'en sais quelque chose parce que je fais des ateliers de traduction littéraire dans les collèges, les lycées, les écoles, etc. Les enfants qui sont bilingues de par leur configuration familiale comprennent des questions métalinguistiques et d'interculturalité de manière fulgurante par rapport aux enfants monolingues. Donc, cette capacité cognitive d'absorption de plusieurs langues a un effet potentiellement politique. Mais on peut aussi penser au fait que les adolescents, ça, on le sait bien, maîtrisent des logiciels en 5 secondes, alors que nous, ça nous prend 3 mois pour comprendre comment ça fonctionne, et ensuite on dit, oh, mais ça marche pas ce truc-là. Et ils ont une capacité d'apprentissage qui est absolument fulgurante et qui évidemment, s'affadit avec le temps. Donc il y a plein de domaines, et on pourrait aussi parler des domaines physiques, de la résistance aux maladies, on pourrait parler vraiment de douzaines de domaines dans lesquels le jeune âge est un avantage considérable qui a des ramifications politiques. Parce qu'encore une fois, si on considère chacune de ces compétences, c'est le cas. Cependant, et je pense qu'il y a quand même quelque chose à voir évidemment avec une culture occidentale, et notamment depuis les Lumières, qui a mis en avant la raison comme capacité absolument supérieure, et tout un tas de compétences qui lui sont associées, il est complètement faux évidemment de dire que l'enfant ne développe pas des capacités cognitives au fil de l'enfance et de l'adolescence qui font qu'il est
de fait encore en développement sur un certain nombre de ses capacités. Donc on peut parler par exemple de la théorie de l'esprit qui est la capacité à avoir pas forcément de l'empathie, mais à se mettre à la place de quelqu'un d'autre et à comprendre sa position. Et ça arrive au fil de quelques années, je crois 3 ou 4 ans. Il y a la capacité aussi à développer un raisonnement logique, la capacité à développer une pensée contrefactuelle qui est très importante. La pensée contrefactuelle, c'est de se dire si les choses s'étaient passées différemment à tel moment, alors elles seraient différentes aujourd'hui de cette manière-là. C'est très compliqué comme opération cognitive et on estime d'ailleurs que c'est sans doute motivé un peu par les jeux de faire semblant des enfants, mais c'est vrai que ça arrive plus tardivement. Donc la question des compétences, elle n'est pas complètement idiote, c'est-à-dire qu'on peut se dire que oui, si on veut grosso modo s'assurer que toutes les personnes qui votent en majorité, en vaste majorité, auront leurs compétences cognitives en place, qu'on choisisse 18 ans, qu'on choisisse 16 ans, qu'on choisisse 25 ans, on est grosso modo dans quelque chose de justifiable. Mais en réalité, je pense que cet argument, il est hyper problématique pour plein de raisons. Déjà, il n'y a absolument aucun prérequis pour un adulte, à partir de 18 ans, de faire montre de la moindre compétence cognitive, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de test de QI, il n'y a pas de test, il ne faut pas avoir son bac, il n'y a pas de test d'avoir même lu les programmes, il n'y a absolument aucun test de cet ordre-là pour pouvoir voter. Donc c'est quand même quelque chose d'assez étonnant qu'en démocratie, on ne demande pas aux adultes quelque chose qu'on demande aux enfants. Et en plus, on le demande implicitement parce que c'est écrit nulle part. Il n'y a pas un texte de loi qui dit « Étant donné la pauvre raison des enfants, nous ne les excluons du processus démocratique ». Pas du tout. C'est un truc qui est même pas remis en question spécialement. Mais de facto, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne demande pas aux adultes quelque chose qu'on exige des enfants. La deuxième question, c'est est-ce que la compétence est importante en démocratie, la moindre compétence? Et là, il y a un peu deux arguments qui s'affrontent. Et très honnêtement, moi, quand il y a quelqu'un qui me dit je suis pas d'accord avec vous parce que j'estime que pour voter, il faudrait avoir tel QI, tel diplôme, tel test de démocratie, moi je dis en fait, c'est ton point de vue, mais enfin, pourquoi pas, quoi. Au moins, tu es cohérent dans tes positions. Mais par contre, nous, on est d'une incohérence totale en ce moment, puisqu'on dit qu'il n'y a pas besoin de la moindre compétence. Et même, d'une certaine manière, que la démocratie elle-même dépend en fait du fait que à ce moment du vote, on va rien demander. Tout le monde est un électeur incompétent, de manière forcément un peu inégale selon les gens, mais l'incompétence même de l'électeur est une condition de la réalisation de l'acte démocratique. C'est parce qu'on ne demande rien aux adultes, aux personnes qui peuvent voter, aux électeurs. On leur demande rien d'autre que d'avoir plus de 18 ans, d'être de nationalité française et d'être en possession de ses droits civiques, que le processus est démocratique. Et à ce moment-là, il y a une incohérence totale au fait d'exclure 20% de la population qui a la nationalité française et devrait être en possession de ses droits civiques. Donc l'incompétence, loin d'être un problème, est plutôt une condition pour moi sine qua non du vote. Après, ça c'est une vision très négative et ça donne l'impression de dire voilà, si on amène 20% d'électeurs incompétents de plus, ça change rien au principe. Mais comme je l'explique ensuite dans le livre, il y a plein d'autres intérêts qui sont beaucoup plus positifs dans le fait d'inclure les enfants et les ados. Et puis de la même manière, il n'y a pas non plus de retrait du droit de vote pour incompétence quand on atteint un âge, par exemple, très avancé, où on peut avoir une perte de compétences cognitives, etc. On garde quand même son droit de vote. C'est vraiment que dans un sens, quoi. Oui, absolument. Et puis, je veux dire, et heureusement, moi, oui, je trouve ça très, très bien. Et de la même manière, des personnes avec un handicap cognitif peuvent tout à fait voter. Et très bien. Enfin, ça, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il faut faire. Il y a des gens qui tentent de dire il faudrait retirer le droit de vote aux personnes qui sont atteintes, je sais pas, de démence, de handicap cognitif. Elles sont... Ce n'est pas notre propos. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais de fait, il y a quand même une inégalité qui est énorme. Et en fait, c'est aussi intéressant en termes d'âge quand on y réfléchit, parce que dans le cas que vous venez de mentionner, des personnes qui ont 80 ans aujourd'hui et qui votent vraiment beaucoup, verront très peu, malheureusement, les réalisations de leur vote, tandis qu'un enfant de 3 ans qui ne peut pas voter, lui, dans 20 ans, quand la personne âgée ne sera plus de ce monde, lui, il y sera absolument. Et il vivra avec les conséquences d'un vote qui a été pris à un moment où il était incapable de s'exprimer sur la question. Et ça, ça devrait quand même nous interroger. C'est-à-dire que les effets du vote qu'on a pour l'avenir, et je pense particulièrement aux questions écologiques et environnementales, parce que disons que retarder une décision politique de 5 ans, 6 ans, même 10 ans sur des sujets qui finalement sont assez vers lesquels on peut revenir en arrière, c'est pas
peut-être pas fondamentalement le truc le plus grave. Dans les questions environnementales, là où on a un problème qui se pose et qui, je pense, rend d'autant plus pressante la question du droit de vote dès la naissance, c'est qu'on a des effets de cliquet. C'est-à-dire que si on ne prend pas les décisions dans les 2 prochaines années, c'est fini. Ce système, je sais pas, critique, on sait que c'est une polycrise, donc il y a plein d'éléments qui se tiennent les uns aux autres, et il suffit qu'il y ait un élément qui s'effondre, et un autre qui s'effondre, et un autre qui s'effondre, et ça crée des réactions en chaîne qui sont absolument irréversibles. Et l'irréversibilité de ces décisions environnementales, ça c'est quand même un vrai sujet qui appelle une réponse vraiment immédiate pour moi. Et la question du droit de vote de la naissance est une seule des très nombreuses mesures qui pourraient être prises, mais il me semble que symboliquement comme en pratique, c'est très important. Vous disiez tout à l'heure qu'en effet, au niveau des enfants, on a protection et éducation. Moi, ce qui me marque vraiment en tant que citoyen, en tant que parent, en tant qu'accompagnant de l'humain, tout ce qu'on veut, c'est que on attend du coup qu'à 18 ans, pouf, on sache voter sans avoir été éduqué au vote. Alors bien sûr qu'on va nous parler des initiatives comme les délégués de classe, les conseils des jeunes. Moi par exemple, j'ai un conseil des jeunes dans ma commune, bon, qui n'a aucun pouvoir décisionnel, hein, c'est vraiment juste quelque chose de très décoratif presque. Et du coup, comment est-ce que, pour les parents qui nous écoutent, comment est-ce qu'on pourrait percevoir cette idée justement du droit de vote dès la naissance plutôt comme une opportunité d'éducation démocratique au lieu d'une charge ou une espèce d'absurdité, quoi. Comment est-ce que nous, on peut prendre le sujet ? Donc dans la mesure où, pour l'instant, c'est pas le cas. C'est ça, d'accord. Et même, imaginons après, dans les mesures, nous pourrons peut-être rentrer dans des détails un petit peu plus pratico-pratiques. Voilà, comment est-ce que ça se passerait si demain, il y avait le droit de vote à la naissance, moi, mon bébé, il peut pas aller voter, comment est-ce que je fais, quoi ? D'accord, là ça c'est encore une autre question, peut-être celle des bébés qu'on fera peut-être séparément. On va la séparer alors. Mais pour l'instant, actuellement alors. Alors la question du fait que pour l'instant on se réveille à 18 ans et on se dit voilà, va voter, on est là, ok, ça fait qu'il y a énormément de jeunes notamment qui disent mais moi je suis pas capable, je sais pas faire, etc. Ce qui est complètement normal et qui est pas du tout un contre-argument, bien au contraire, quand on n'a jamais été responsabilisé de cette manière-là, comment est-ce que un jour on se réveille et hop, il y a un petit interrupteur qui dit je sais voter maintenant. Donc ça, je pense que la question clé ici, c'est la notion qui est très très mise en avant dans les childhood studies contemporaines de agency, donc l'agentivité ou la puissance effective d'agir. En fait, en tant qu'être humain, la plupart d'entre nous, il faut qu'on ait confiance que nos décisions soient suivies d'effets. Et il y a une énorme perte de confiance en notre capacité d'agir, voire un désengagement, voire un ressentiment quand on est consulté et qu'il se passerait ensuite. Et ça, enfin, on peut le voir au plus micro niveau de ta pote Magali qui vient toujours te confier ses soucis et toi tu lui dis tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela et en fait tu t'aperçois qu'elle fait constamment l'inverse de ce que tu lui dis et tu dis en fait meuf ça sert à quoi qu'on se retrouve quoi. Donc ça c'est évident, mais évidemment au niveau d'un quartier, quand on est consulté à grands frais sur est-ce qu'il faut transformer le terrain vague en ça, et puis que tout le comité dit oui, ça serait vraiment bien qu'on fasse un espèce de jeu et qu'on se retrouve avec un Aldi, bah voilà, enfin on est un peu embêté et on se dit bah voilà, la prochaine fois je participerai pas. Et le problème de tout un tas d'initiatives du style délégués de classe, des conseils, des jeunes au niveau de l'école, etc., c'est qu'en fait c'est un peu une initiative bâtarde, c'est-à-dire que oui, il y a un aspect démocratique et d'éducation à la démocratie. On apprend, c'est l'occasion d'apprendre de ce que c'est que le suffrage, le vote, comment on fait campagne, etc. Ou dans le cas des consultations, c'est l'occasion de réfléchir à comment est-ce qu'on recherche les tenants et les aboutissants d'un projet, comment est-ce qu'on évalue ses conséquences, etc. Ça, c'est très bien et ça fait partie de l'éducation à la citoyenneté, c'est très bien. Mais en restant dans l'ordre du jeu et du faire semblant, on cantonne aussi ce genre d'exercice à un entraînement, à un exercice, ce qui entérine l'idée que l'enfance, c'est un exercice pour la vie adulte. Oh, il joue au papa, oh, il joue au docteur, oh, il joue au pirate. Comme ça, quand il sera grand et qu'il sera papa, docteur et pirate, et ben comme ça ira très bien. Mais en fait, on prend pas vraiment au sérieux en soi ces décisions-là. Et les enfants, ils l'apprennent. Enfin, c'est implicite. En fait, c'est un apprentissage implicite. C'est le programme masqué, le hidden curriculum de ce genre d'exercice. C'est d'apprendre que oui, on va faire semblant, mais ce n'est que plus tard que cette compétence va être activée, va se retrouver non seulement dans le vote, mais dans le fait de participer au processus démocratique en général. Et alors après, sur la question de comment, en tant que parent, on peut, d'une certaine manière, éduquer à la prise de conscience de ses responsabilités, mais qui mène à de véritables décisions, c'est très compliqué. Moi, j'ai pas du tout envie de donner des conseils spécifiques parentaux. Mes enfants sont encore vraiment très petits. J'avais pas mal d'amis quand j'étais plus jeune qui avaient des conseils de famille, entre guillemets, où ils se retrouvaient tous et où des décisions étaient prises en famille, en commun, en explorant les tenants et les aboutissants et suivies. C'est-à-dire que c'était pas juste pour que les parents disent voilà, nous avons
plusieurs propositions, il y a ça, ça et ça. Ah, vous aimez la proposition C? Bon, bah, c'est dommage parce qu'on a déjà réservé les billets pour la A. Et je pense que vraiment à un niveau microscopique, de faire valoir aux enfants que leurs décisions ont du sens et peuvent être suivies, mais aussi que si les résultats, les conséquences sont négatives pour eux ou pour la famille, eh ben, il faut absolument réenvisager ce qu'on a fait et faire autre chose. Ça peut être très utile. Après, moi, je suis toujours très réticente de donner des conseils au niveau individuel parce que je pense quand même que les parents qui se posent ce genre de questions, d'une certaine manière, leurs gamins, eux, voilà, ils iront voter à 18 ans, ils seront déjà en train de lire Le Monde des ados et machin truc. Et pour moi, c'est vraiment au niveau public qu'il faut voir ce qui se passe, au niveau de l'école, au niveau des communautés, des associations, et plus qu'au niveau parental. Enfin, je suis assez fataliste de ce point de vue-là. Alors bien sûr que moi je vous rejoins à 100% sur l'aspect très collectif des mesures à prendre. Je pense tout de même qu'il y a au niveau individuel en effet que la famille peut être une sorte d'école de la démocratie quand même, ne serait-ce que dans le respect des droits. En tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne, c'est ce que j'explique à mes enfants, bon, à ma fille surtout de 6 ans parce que mon bébé de 9 mois pas trop, mais c'est que sa voix compte et j'invente rien, c'est juste l'article 12 de la CIDE, hein. Et je trouve ça important vraiment de leur transmettre que leur voix compte et qu'en effet on peut faire potentiellement des conseils de famille comme ça et que leur voix compte et qu'elle est importante. Et justement peut-être aussi pour qu'elle se demande, donc quelques années plus tard, je sais pas, à 12-14 ans, eh bien, si ma voix compte, pourquoi est-ce qu'elle compte pas vraiment dans la vraie vie? C'est-à-dire que vraiment il y a déjà cette réflexion. Après elle fera bien le chemin qu'elle veut, ça, peu importe. Mais je pense que quand même on peut avoir ces actions-là, quoi. Et dans la mise en pratique, ouais, les conseils de famille, c'est intéressant. Et surtout qu'en plus, après, derrière, on peut aussi avoir des petites actions. Je pense à cette étude qu'on avait évoquée avec Peter Gray dans un épisode, qui a montré à quel point l'autonomie de déplacement des enfants autour de leur domicile a drastiquement diminué décennie après décennie, et ce avec justement des décisions, comme vous le mentionnez, hein, éminemment politiques, l'urbanisme, la sécurité, etc. Et aussi le fait que petit à petit, il y a cette espèce de choses où on n'écoute plus les enfants en fait. Si un enfant va nous dire « Non mais moi je veux pas aller tout seul à la boulangerie, je veux être tout seul à la boulangerie », on va juste pas l'écouter en fait. Et je pense que nous, parents, on peut quand même agir un peu là-dessus. Alors, on va avoir cet aspect qui est très politique sur l'humanisme et tout, et ça serait intéressant de voir ce que les enfants auraient à dire là-dessus. Pourquoi est-ce que je peux pas aller tout seul à la boulangerie? Parce que le trottoir il est trop petit, parce qu'il y a des voitures qui roulent trop vite, peut-être potentiellement. Et là on voit bien tout l'aspect politique. Mais ouais, je pense qu'il y a quand même des petites actions qu'on peut mettre en place à notre niveau pour essayer de pousser parce que c'est un vaste sujet quand même, c'est un vaste chantier. Il y a beaucoup à faire dans l'explicitation des raisons pour lesquelles on prend des décisions pour eux, parfois. Tout à fait. Ça, je pense que c'est vraiment important parce que, bon, moi, par exemple, je suis une mère végétarienne, leur père n'est pas végétarien, mais évidemment, ce genre de questionnement est très, très important et intéressant à avoir avec des enfants. Moi, je ne les force pas à avoir un régime végétarien, même si le terme forcé me semble un peu problématique dans ce contexte-là. Mais par contre, il n'y a jamais ni de viande ni de poisson à la maison, donc c'est seulement à l'extérieur, etc. Et je suis claire avec eux que, par exemple, s'il y a de la viande ou du poisson qui est acheté dans un restaurant, etc., c'est quand c'est pas moi qui paye. Si je suis tout seul avec eux, je ne veux pas payer et je leur explique, je ne veux pas que mon argent aille soutenir d'une certaine manière le commerce de la viande. Ils savent très bien, le grand qui a 4 ans, il a très bien compris, il sait très bien qu'il y a un système qui tue 80 milliards d'animaux par an, etc. C'est un nombre qui ne veut pas dire grand-chose pour lui, mais en tout cas, il a compris de quoi il retournait, il est tout à fait au courant. Et le fait de lui dire, en fait, ton père peut dépenser cet argent-là, mais moi non, je ne veux pas l'argent que je gagne par mon travail, je veux le dépenser dans des choses qui sont bonnes, pour ce que j'estime être bon. Donc, même si je sais que tu as envie de ce hamburger, là, on est tous les deux tout seuls, c'est pas papa qui paye, du coup, tu l'auras pas. Et ça, je pense que c'est important de dire, voilà, quand toi tu auras ton argent, tu prendras ces décisions. Mais pour moi, là où je mets mon argent, c'est une décision qui soutient des valeurs. Et ça, c'est important parce que l'argent, c'est quelque chose d'éminemment politique. Donc, pareil, quand on dit à un enfant, non, tu peux pas avoir, par exemple, très souvent, on va dire, tu peux pas avoir, je sais pas, les baskets comme ça parce que ça coûte trop cher. Mais du coup, ce que ça apprend à l'enfant, c'est que si on avait plus d'argent, si seulement on avait plus d'argent, on pourrait avoir ces baskets. Or, la plupart du temps, quand les parents ils disent ça, c'est pas vraiment que ça coûte trop cher. C'est qu'ils veulent pas les gâter, par exemple. Ou alors, c'est que c'est du plastoc, qu'ils croient au contraire qu'il faudrait plutôt acheter des choses plus éthiques. Ou alors, c'est qu'ils en ont déjà 15.
En fait, au lieu de dire non, on va pas acheter ça, ça coûte trop cher, ce qui est la réponse automatique, et l'enfant entend si seulement on était beaucoup plus riches, et ben on dit en fait, je ne veux pas t'acheter ça parce que je mets mon argent, si j'achète ça, dans un système qui écologiquement est désastreux. Ou alors je ne veux pas t'acheter ça parce que je ne veux pas que tu deviennes quelqu'un pour qui c'est automatique d'acheter un jouet à chaque fois qu'on va dans une boutique comme ça. Parce que j'estime que ce comportement-là de consommation effrénée, il est délétère. On va pas le dire de cette manière-là, évidemment selon l'âge. Mais d'expliciter ce genre de décision, ça apprend quand même une micro-politique qui me semble intéressante. Ah mais complètement, et ça demande aussi quand même de regarder les choix qu'on fait en vrai pour nous-mêmes et quelles sont nos valeurs, et aussi le rapport à l'argent. Je renvoie bien sûr l'auditoire vers le podcast Histoire d'argent de mon ami Fabrice Florent qui vient nous gratter là où, je sais pas si vous connaissez, mais alors, je vous le recommande. Trop bien. Qui vient nous gratter là où ça démange au niveau de l'argent. Passons maintenant aux modalités pratiques, parce que je sais bien que là tout le monde se dit ok, oui. C'est bien mignon tout ça, on est au pays des bisounours, les enfants votent, c'est super. Ouais. Alors comment on fait, quelles seraient selon vous les modalités pratiques pour permettre à tous les enfants d'exercer ce droit de vote de manière libre, secrète et équitable dès leur naissance? Alors, déjà, ce que je voudrais dire, c'est que moi, je pense que ces modalités doivent être définies démocratiquement par des conseils mis en place à cet effet, parce que c'est certainement pas moi qui vais avoir la réponse, et aussi que cette mise en place doit être graduelle, justement pour pouvoir tester et étudier vraiment avec des universitaires et des chercheurs la mise en place du droit de vote dès la naissance, que ce soit avec une région test, avec une ville test, ce genre de choses-là, pour voir quels sont les effets sur l'éducation, sur les parents, sur les familles, etc. Donc il faut vraiment que ça soit très très graduel, et vraiment je dirais il faut qu'on décide de ça ensemble et pas une seule personne. Alors il y a des obstacles pratiques qui sont évidents, et il y en a vraiment beaucoup et de nature très différente. Par exemple, tout simplement, l'alphabétisation, c'est-à-dire qu'un enfant qui ne sait pas encore lire va avoir évidemment la plus grande difficulté à consulter les programmes, donc il va falloir qu'il lui soit médié d'une manière ou d'une autre. De même, le bulletin de vote, s'il y a juste une série de lettres qui ne veulent rien lui dire, c'est difficile à envisager. Il y a des aspects vraiment tout simplement moteurs, est-ce qu'on est capable de mettre un papier dans une enveloppe et de la mettre dans l'urne? Ça me semble assez facilement gérable, parce qu'il faudrait réfléchir à des manières justement de médiation et d'éducation autour des programmes, qui doivent faire l'objet à la fois de l'éducation nationale et des professionnels de l'enfance, mais aussi évidemment de la part des partis politiques. Donc les partis politiques, ça les forcerait à réfléchir à des manières de rendre plus accessibles, plus transparentes et plus compréhensibles leurs mesures phares. Et en fait, si un parti pourrait choisir de le faire ou non. Un parti qui choisirait de pas du tout faire ça, d'une certaine manière, c'est déjà une déclaration politique que ce vote des enfants ne les intéresserait pas. Exactement. Donc en fait, nul ne pourrait se déclarer innocent des décisions liées à l'enfance. Si on s'intéresse pas à ces nouveaux votants, de facto, c'est une déclaration sur l'enfance et sur la jeunesse. Après, il y a des questions qui sont d'ordre de timing. Par exemple, on peut tout à fait imaginer qu'une famille dépolitisée ou apolitique qui s'en fiche un petit peu partirait le week-end avec ses enfants, un week-end de vote. Alors, comment est-ce qu'on fait? Parce qu'un enfant, comme vous l'avez mentionné, est pas libre de ses mouvements, pour s'assurer qu'il puisse aller voter, qu'il puisse exercer ce droit. Là, moi, je pense qu'il faut pas chercher midi à 14h. La France, je sais pas pourquoi on fait notre vote le dimanche. Il doit y avoir une explication. J'avoue que j'ai pas cherché. C'est pas le cas dans plein de pays. Enfin, moi, en Angleterre, on n'a pas de vote le dimanche, ça paraîtrait très étrange d'ailleurs. Donc voilà, si on avait un vote qui était mis le mercredi, on pourrait s'assurer que les enfants, ils peuvent aller à l'école le matin par exemple, et donc ça peut avoir lieu non loin de là. Il pourrait y avoir des manières beaucoup plus simples en fait d'organiser un vote de cette manière-là, qui dure plus tard le soir aussi, etc. Donc ça, on peut revoir ça. Et comme autre question pratique évidemment cruciale, il y a la question de comment est-ce qu'on arrive à un bureau de vote et on revendique son droit de vote. Parce que la manière dont moi je l'imagine, c'est que grosso modo, on est, super, félicitations, et sans trop de difficultés, on n'a pas à faire des démarches très complexes pour s'inscrire sur des listes électorales de soi-même, on est de facto sur la liste électorale de son adresse, par exemple. Oui, on sait le faire, ça, tout à fait. On sait le faire, et puis encore une fois, la France demande énormément de paperasserie pour le vote. Je pense que les gens se rendent pas compte à quel point on demande de la paperasserie. En Angleterre, ça marche pas du tout comme ça. Le vote, c'est hyper simple d'être sur les listes électorales. Il suffit de littéralement d'aller sur un site et de mettre une petite croix dans une petite boîte, et puis ça y est, et de le renouveler chaque année. Et jusqu'à l'année dernière, il y avait même pas besoin d'un papier d'identité. On arrivait au bureau de vote, on disait « Je m'appelle Clémentine Beauvais », on barrait le nom, et ça y est, on allait dans l'isoloir. Alors là, ils ont changé, je sais pas trop pourquoi, mais bon. Mais ça pourrait être plus simple. Je pense que
souvent, on a l'impression qu'il faut des trucs hyper compliqués, il faut être là avec sa carte d'électeur, sa pièce d'identité et tout. Non, ça pourrait être plus simple. Il faudrait simplifier et ça serait très bien pour tout le monde. Là encore, c'est important de dire, ça serait très bien pour tout le monde. Donc, on est inscrit dès la naissance et l'enfant, l'ado, peut à n'importe quel moment, dans n'importe quelle élection, se dire « Ok, celle-là, c'est l'élection où j'ai envie de commencer à voter ». Peut-être qu'il aurait, pour certains, 4 ans. Peut-être qu'ils auront pour d'autres 14 ans. Peut-être pour d'autres 45 ans. On connaît tous quelqu'un qui a voté pour la première fois aux dernières élections à l'âge de 53 ans. Donc, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de restriction d'âge. C'est tout. On va au bureau de vote et on dit « Je suis inscrit sur les listes électorales. Oui, j'ai envie de voter. » Et très bien. Voilà les bulletins. Fais ce que tu veux faire. Il y a des enfants, évidemment, parce que les profils des enfants sont très, très différents. Ils seraient mûrs, capables, tout à fait volontaires de le faire à 4 ans. On connaît des Mathilda. Et puis, il y en a d'autres que ça n'intéresserait pas. Et c'est très bien, c'est exactement pareil pour les adultes. Enfin, c'est vraiment la même chose. Alors après, on arrive évidemment à l'épineuse question des bébés qui pratiquent, qui vraiment travaillent énormément de gens. On dit, mais les bébés, ils vont pas y arriver. Non, les bébés vont pas y arriver. Et ça, je pense que c'est très important de dire qu'en fait, avoir un droit n'est pas forcément un devoir de l'exercer. Avoir un droit, symboliquement, c'est très important. De dire, oui, un bébé de 3 mois a le droit de voter. Est-ce qu'il va le faire ? Non, probablement pas. Mais en fait, l'être du bébé, c'est tellement radicalement différent de même un être de 4 ans que sa manière d'être au monde, sa phénoménologie est le contraire de ce que demande un exercice démocratique. Le bébé ne va en effet pas voter. Mais c'est pas grave que de dire... Il a en théorie le droit de voter et il ne le fait pas. C'est tout à fait acceptable. Moi, à côté de chez moi, j'ai une toute petite supérette, vraiment horrible, sordide, toute minuscule, où on peut se balader entre 3 rayonnages et il y a écrit cette supérette, il donne la bienvenue aux femmes allaitantes. Et je me souviens quand j'avais mes petits, je me disais, mais en fait, je préférais largement si je devais allaiter, sortir dehors et aller m'asseoir sur un banc plutôt que de le faire dans la supérette. Mais pourquoi pas, en tenant le bébé contre soi dans les rayonnages. Et en fait, le fait que ce truc-là existe, ça veut pas dire si vous allaitez, venez allaiter ici. Tous les jours, arrêtez ce que vous êtes en train de faire, entrez ici. Mais le fait d'avoir ça et de se dire, ok, non seulement, évidemment, j'ai le droit d'allaiter où je veux, mais en plus, je suis la bienvenue pour le faire, ça a un sens. Même si personne de toute la vie de cette supérette ne s'est jamais mis là pour allaiter, ça a un sens. Et c'est pareil avec les bébés, de dire les bébés ont le droit de voter. Ils ne le font pas parce que leur être est tourné pour l'instant de manière complètement différente par rapport au monde. Très bien, tant mieux, c'est parfait. Ça me fait un peu penser à cette phrase, encore une fois de mon ami André Stern, qui avait écrit, que c'était à l'époque sur l'instruction en famille, qui expliquait qu'un droit, une liberté, c'est un peu comme un gilet de sauvetage sous notre siège dans l'avion. On sait qu'on a potentiellement qu'on va pas s'en servir, mais on est très content de l'avoir et qu'il soit là. Et je pense que c'est un petit peu comme ça pour les bébés, c'est qu'à un moment, c'est important qu'il soit là en fait. C'est important que ce droit soit là. Il y a une question quand même qui revient sur ces sujets parce que je suis allé faire fouiller quand même. Il y a des gens qui proposent du coup que pour les bébés notamment, les parents votent à la place d'eux. Alors il y a des histoires de demi-voix machin. Et du coup il y a aussi d'autres arguments contre qui disent oui mais attends, si c'est les parents qui votent, du coup c'est les idées politiques des parents, comme si les enfants ne baignaient pas de toute façon à un moment, même à 18 ans, dans ces idées politiques et n'étaient pas capables de s'en défaire aussi. Ça c'est intéressant, mais aussi que, et ça c'est un argument je trouve qui est peut-être le plus difficile à appréhender, c'est du coup ça fait quand même une politique très nataliste, quoi. Ouais. C'est-à-dire que plus tu fais de bébés, plus t'as de poids politique. Absolument. Alors il y a plein de trucs dans cette question. Il y a une grosse différence entre plusieurs types de votes. Le vote familial, c'est l'idée que vous êtes père de famille, pater familias. Je dis ça à dessein parce que c'est une mesure qui est historiquement très marquée à droite. En tant que père de famille, vous avez, ou chef de famille, mais là vraiment on parle de père de famille, vous avez le droit à autant de voix que vous avez d'enfants, jusqu'aux 18 ans des enfants. Et vous pouvez exercer évidemment toutes ces voix. Donc c'est un vote plural familial. Un vote plural, c'est qu'on a plus d'une voix. Et il est familial parce que ça correspond au nombre d'enfants qu'on a dans son foyer. Cette pratique, elle est actuellement défendue par des républicains en Amérique. Il y a vraiment un soutien pour cette pratique-là. Enfin, c'est évident de savoir pourquoi. C'est parce que, forcément, du coup, les très grandes familles ont plus de votes et les très grandes familles correspondent assez souvent, quoique pas toujours, à des familles qui sont idéologiquement plutôt marquées à droite, plutôt conservatrices. Il y a une autre pratique qui est voisine, mais qui ne veut pas exactement dire la même chose quand même, qui est celle de John Wall, dont il parle dans son livre, qui est du vote par procuration de la part des parents jusqu'à revendication par l'enfant. Donc ce que dit John Wall, c'est que l'enfant peut voter dès la naissance, donc même principe, dès la naissance on a le droit de vote, mais évidemment il va se passer un long temps, de l'âge du bébé, etc., avant que l'enfant peut-être ne souhaite revendiquer cette voix. Qu'est-ce qu'on fait en attendant ?
est-ce qu'on lui laisse 0 voix, ce qui est de fait moi ma proposition, ou est-ce qu'on autorise les parents, à exercer ce vote de la part de l'enfant qui ne peut pas encore le faire, jusqu'à ce qu'un jour, et là encore à 4 ans, à 7 ans, à 14 ans, l'enfant dise « cette fois, maman, papa, je veux voter moi-même pour cette élection ». Et évidemment, c'est pas du tout la même chose que le vote plural familial parce que ça préserve le droit de l'enfant de voter jusqu'à ses 18 ans. Alors, moi, je trouve ça hyper compliqué. Alors, je vais dire comme l'argument qui est très important de John Wall à ce sujet, c'est que il vaut mieux pour un bébé avoir une voix qui lui est votée pour lui par ses parents, qui ont ses intérêts à cœur, plutôt que 0 voix. Donc, il dit, c'est pas la différence entre une voix authentique et une fausse voix, c'est la différence entre pas de voix du tout et une voix décidée pour lui. Ça s'entend. Après, moi, je trouve ça mais vraiment administrativement un cauchemar. Qu'est-ce qu'on fait avec les parents? Divorcer? Est-ce qu'ils ont un demi-vote chacun? Comment ils l'exercent? Comment est-ce qu'un enfant, moi c'est surtout ça, comment un enfant va tout à coup revendiquer ce droit que ses parents ont exercé pour lui. Là, on part du principe. Peut le revendiquer librement. Exactement, avec les dynamiques familiales qui sont très 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 variées. Comment est-ce qu'on est sûr qu'un enfant qui a 6 ans dit moi en fait j'aimerais bien aux prochaines élections du coup prendre mon vote, et les parents qui disent moi si j'étais toi non t'es pas vraiment prêt. Hein. Enfin comment est-ce qu'on est sûr que cette volonté de revendiquer son vote va être là, alors que quand le vote n'a jamais été exercé par les parents, ils n'ont pas eu ce pouvoir sur ce vote, et l'enfant va pouvoir le revendiquer. Et en plus, je trouve que quand même, ça continue à entériner le fait qu'on décide pour soi de facto. Hein. Là, Elia Benoît, quand je l'avais interviewée à ce sujet, avait une manière de le dire sur cette notion de vote par procuration. Elle disait, on peut aussi y réfléchir en disant que 18 ans, c'est le dernier âge pour lequel on peut être assister, aider ou qu'un parent vote pour nous. Et après ça, c'est fini. Et c'est une manière de voir les choses. Moi, je persiste à penser que vraiment, administrativement, comme en termes de limpidité, de clarté, etc., dire aux gens, vous avez le droit de vote dès la naissance, vous pouvez vous présenter au bureau de vote et voter, c'est quand même vachement plus clair. Oui, complètement. Après, là, je pense que j'aimerais tellement que ce débat-là qu'on en soit là, vous voyez. Oui, exactement. Parce qu'en plus, ça serait super parce que moi, je dis ça là, dans ce studio, mais ça peut être l'objet de débats très, très. Mais c'est intéressant. Ça peut vraiment, je pense, être des sujets passionnants pour les repas de famille. N'hésitez pas. Je pense aussi à des propositions qui seraient en effet des droits de vote un peu graduels par rapport à la proximité aussi. Par exemple, très concrètement, demain il y a une élection municipale. Alors ça, c'est ma conviction personnelle que je vais énoncer, mais un enfant de 8 ans, 10 ans a des opinions très claires, très précises, et est capable de demander des comptes à la personne. Par exemple, on parlait du terrain vague tout à l'heure, de votre exemple du terrain vague. Si les enfants avaient le droit de vote, ce terrain de vague, peut-être que ça serait pas un Aldi, peut-être que ça serait justement une aire de jeu, un espace d'accueil famille, quelque chose qui serait beaucoup plus tourné vers l'humain que vers le profit, etc. Donc on peut aussi imaginer ça, voilà, un droit de vote où on va commencer par voter au municipal, j'en sais rien, à 8-10 ans, pas forcément voter pour l'élection présidentielle à 4 ans, quoi. Absolument, donc ça c'est une possibilité. Moi, ma grande hypothèse, on me demande parfois de dire et si les enfants avaient le droit de vote, qu'est-ce que vous hypothétisez? Je trouve que c'est très difficile de savoir, mais quand même, l'une de mes hypothèses, c'est que ça recentrerait énormément la politique au niveau local et tout à coup, il y aurait beaucoup plus d'intérêt pour les politiques locales, parce qu'un enfant est vraiment expert de son environnement, très proche et très soucieux de ça. Mais oui, je suis d'accord sur le principe, c'est-à-dire que oui, le fait que les élections municipales soient particulières propices à l'expertise politique de l'enfant, oui, mais je reste un peu perplexe de l'idée que, mais quand même pas pour la présidentielle, enfin pourquoi pas d'une certaine manière. Enfin, c'est à partir du moment où on lui donne le droit de vote au niveau municipal, de pas lui donner au niveau national et européen, ça me paraît quand même très étrange, parce que pour le coup, sa voix va compter beaucoup plus dans les élections municipales que dans les élections présidentielles ou européennes. Donc de quoi on a peur que ça soit trop influent au niveau national, alors qu'il l'est beaucoup plus du coup au niveau local puisqu'il y a moins de personnes, donc par définition il y a plus de force à sa voix. Donc moi je vois pas trop la nécessité de restreindre. Par contre, pour faire des zones tests, oui. Je pense que ça peut être une manière très intéressante de tester la mise en place du droit de vote dès la naissance. Oui, puis vous avez tout à fait raison dans l'idée aussi, ça serait peut-être à ce moment-là, si les enfants votaient dès la naissance et aussi à l'élection présidentielle, bien sûr, ça serait peut-être à ce moment-là qu'on verrait en fait de vrais partis enfance dans les programmes, puisqu'on ne les voit pas, de vrais partis écologiques, et aussi dans les débats. Je rappelle, pour les personnes qui nous écoutent, qu'à la dernière élection présidentielle, l'écologie représentait 7% du temps de parole, alors que c'est un enjeu majeur, ce qui est vraiment dramatique.
Peut-être que si les enfants, comme c'est un sujet qui en effet les intéresse plus, avaient la parole, il y aurait vraiment des choses à dire. J'invite d'ailleurs l'auditoire à ne pas hésiter à consulter le dernier rapport du défenseur des droits, particulièrement celui du défenseur des enfants, qui parle d'enfants et d'environnement. Voilà, on voit, il y a les propositions des enfants dedans, il y a la parole des enfants dedans, sur d'autres sujets aussi bien sûr sur les rapports précédents, mais on voit bien que c'est un sujet qui est central et très important aussi, ne serait-ce que pour leur développement, parce que ça va créer des sujets d'éco-anxiété pour leur développement. Bon, voilà, c'est important de recentrer là-dessus. Revenons aussi sur un argument quand même qu'on va nous sortir, que j'ai légèrement évoqué en passant, c'est oui, mais si les enfants peuvent voter, ils vont forcément voter comme leurs parents. Donc du coup, forcément, là aussi, et en fait, ça vient un peu ramener le fait que plus on a d'enfants dans une famille, plus ça a un poids politique dans un seul courant politique. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? Alors déjà, on vote comme ses parents la plupart du temps, même quand on est adulte, on vote comme beaucoup de gens qui nous entourent, c'est complètement normal. Le vote est un geste social, et un geste social qui est influencé par des choses extrêmement proches de nous, et évidemment que les gens qui gravitent autour de nous vont être souvent du même bord politique. C'est important de dire aussi que c'est le genre d'argument qui était toujours brandi quand on a élargi le droit de vote aux femmes. Par exemple, elles vont voter comme leur curé, elles vont voter comme leur mari. Donc là, voilà, ils vont voter comme leurs profs, comme leurs parents. Oui, on peut aussi avoir l'argument inverse où on dit les ados vont voter exactement l'inverse de leurs parents exprès. Bah oui, c'est peut-être le cas. C'est encore une fois, quand on pense au droit de vote dès la naissance, on me dit aussi, est-ce que vous pensez qu'il serait plutôt de gauche ou plutôt de droite ? Malheureusement ou heureusement, on peut pas décider de si on inclut des gens selon qu'on aime ou pas les opinions politiques qu'ils apporteraient sur la table. Donc je me garderais bien de dire que c'est quelque chose de problématique. Et après, qu'une famille qui a 5 enfants, que les 5 enfants votent entre guillemets comme leurs parents, on a aussi le droit de dire que une famille, c'est une entité sociale qui a ses intérêts, ses propres intérêts, qui peuvent être tout à fait altruistes ou qui peuvent être très égoïstes, mais elle a le droit d'exister, cette entité sociale. Et le fait que tous les êtres qui la composent votent de la même manière, encore une fois, c'est difficile de trouver quelque chose à y redire. On va être d'accord si on est du même bord, on va être pas d'accord si on n'est pas du même bord, mais c'est aussi une manière de mettre en lumière cette unité de la famille qui peut prendre tout un tas de formes extrêmement diverses, mais qui a sa valeur aussi et qui a évidemment le droit à une représentation démocratique. Alors pour finir, qu'est-ce que nous on peut faire aujourd'hui pour soutenir cette proposition ? Très concrètement, je veux dire, moi en tant que citoyen, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour mettre en avant cette proposition, la soutenir pour que cette proposition puisse devenir une réalité à un moment ? Eh bien, partagez ce podcast avec tous vos amis. Non, mais en réalité, je veux pas du tout paraître vénale parce que, franchement, le tract est vendu 3,50 € et je gagne quasiment rien dessus. C'est pas une entreprise commerciale de ma part, mais je trouve que le format du tract est très approprié. C'est aussi pour ça que je l'ai fait, parce que j'aurais pu écrire d'une certaine manière tout un livre très long, etc., et documenter sur la question. Mais le tract qui est vraiment venu de moi, c'était pas une commande. Je l'ai fait en partie pour répondre à cette idée. Donc, n'hésitez pas à lire, à offrir le tract, à diffuser ce podcast et les autres articles qui parlent de ce sujet, le tract aussi de Laëlia Benoît, infantisme. De manière générale, je trouve que d'en parler, c'est très utile parce que, en fait, quand les gens sont vraiment confrontés à l'idée, cette chose qui paraissait complètement ridicule leur paraît de plus en plus importante. Et il y a d'autres initiatives qui sont en train de naître dans le monde. Donc actuellement, il y a une tribune, c'était il y a quelques mois maintenant, qui était avant l'élection de Trump, signée par des universitaires, des militants, etc., où des adultes s'engageaient dans leurs prochaines élections nationales, etc., à porter le vote d'un enfant proche d'eux. Évidemment, on va pas imaginer une mise en commun des voix des enfants, mais voilà, de dire, en fait, moi, je m'apprêtais à voter ça, mais je vais demander, par exemple, à ma filleule de 9 ans ce qu'elle voudrait voter. Et s'engager, même si c'est pas le même que nous, à porter cette voix-là. C'est complètement symbolique. Ça va être peut-être 200 personnes qui vont faire ça. Mais c'est une tribune qui a été relayée dans le Guardian, qui a eu quand même un certain écho. Et ça me semble important parce que ça montre, on devrait pas avoir à sacrifier son vote pour les enfants. Mais on le fait parce qu'on estime que c'est important de mettre en lumière cette chose-là. Et je pense que si on était plusieurs aux élections de 2027, par exemple, à dire publiquement ce genre de choses-là, à dire, moi je m'en vais aujourd'hui au bureau de vote, porter aux urnes le vote de ma belle-fille de 12 ans. Porter aux urnes le vote de mon fils de 13 ans. Je trouve ça hyper intéressant. Parce que c'est vraiment symbolique. Et encore une fois,
c'est scandaleux qu'on ait à faire quelque chose comme ça. C'est très important de le dire. En fait, je ne devrais pas avoir à faire ça. Moi, j'ai ma voix, je la perds en faisant ça. Mais cet acte symbolique, il n'est pas anodin quand même. Et en même temps, ça nous met à l'épreuve aussi. Non, mais je trouve qu'il y a aussi un vrai côté mise à l'épreuve. Ah oui. Ça pourrait être des choses où on n'est pas du tout d'accord. Oui, et puis même, c'est parce que c'est bien gentil que nous tous les deux, on soit là en train de dire le droit de vote des enfants dès la naissance, c'est important, blablabla. Mais du coup, quand vraiment on veut céder, nous, notre pouvoir à un enfant, est-ce qu'on est capable de le faire ? Déjà, on sait combien il est difficile de porter une procuration pour un ami qui vote pas du même bord. En général, d'ailleurs, on essaye de trouver un ami qui vote du même bord parce que c'est dur de mettre dans l'urne un truc qu'on n'est pas d'accord. Hein. Et pourtant, c'est qu'une seule goutte dans un océan. Mais oui, vous avez raison de dire que c'est inconfortable. Et je pense qu'il faut se préparer à cet inconfort parce que on a aussi une impression que les enfants sont des êtres merveilleux qui adorent les animaux et la nature et prendraient des décisions super écolo. Bah non, pas forcément. Les enfants, les ados comme les adultes sont des gens qui très souvent ont aussi envie de s'acheter la dernière paire de Nike, de réussir à faire une entreprise capitaliste. Il y a tout un tas de choses avec lesquelles on pourrait ne pas du tout être d'accord. Et il faut se préparer malheureusement ou heureusement à ce genre de confrontation. Ouais. Merci beaucoup, Clémentine Beauvais. Merci de m'avoir accueillie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.